Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un personnage atypique, une personnalité haute en couleur. Et cette personne, il s'agit de Méline. Alors Méline, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, il s'agit d'une voyageuse, une van-lifeuse comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle passe 100% de l'année dans son van aménagé, elle n'a pas d'adresse fixe. Alors, si j'ai décidé d'aller l'interviewer à l'occasion de son passage dans les Pyrénées, pas très loin de chez moi, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'elle a également une passion que nous avons tous sur cette chaîne, je pense. Il s'agit bien entendu du vélo. Effectivement, quand Méline est posée quelque part avec son van aménagé, elle explore les environs avec ses deux montures préférées que je vous laisserai découvrir dans la vidéo. J'ai donc trouvé que c'était intéressant d'aller à la rencontre de cette baroudeuse au grand cœur afin de l'interroger sur ce mode de vie nomade qui a énormément de succès en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux. On en voit absolument partout, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. La van life est devenue ultra tendance, mais que se passe-t-il derrière la carte postale? Qu'y a-t-il dans les coulisses? Est-ce que c'est vraiment la vie de rêve? Eh bien Méline, ça fait plusieurs années qu'elle vit comme ça 100% du temps, et donc j'ai trouvé que l'interroger à ce sujet serait intéressant parce que je sais que nous avons été nombreux à l'occasion des différents confinements à nous poser la question de ce mode de vie nomade. Vous l'aurez donc compris, on ne va pas aujourd'hui parler uniquement de vélo, mais également de van life. Alors c'est un petit peu une vidéo hors série. Néanmoins, ces deux mondes, le vélo et la van life, sont plutôt assez compatibles et j'ai trouvé que c'était intéressant d'aller l'interroger à ce sujet. Alors, avant d'aller retrouver Méline, je vous invite à la rejoindre sur ses différents réseaux sociaux, que ce soit sa chaîne YouTube, sa page Instagram ou son site internet. Je vous mets tous les liens dans la description. Elle y partage des vidéos donc de van life, de gravel, d'enduro, de marche à pied également, des vidéos tuto pour bricoler des choses quand on est nomade. Donc il y a quand même du contenu assez varié et très intéressant, donc je vous invite réellement à aller soutenir son travail. Et puis tant qu'à faire, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube puisqu'il y a beaucoup de contenu en approche, notamment du tuto mécanique et de la vidéo technique. Donc pour les amoureux du vélo, ça peut être également intéressant. Et puis bien sûr, si le contenu vous plaît, n'hésitez toujours pas à mettre un joli pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Allez, j'arrête de vous embêter et maintenant on va directement commencer la première interview de cette chaîne YouTube. Vous êtes prêts? C'est parti! Salut Méline! Salut Phil. Écoute, aujourd'hui c'était l'occasion de te rencontrer pour qu'on puisse faire une petite interview sur la van life, la vraie van life, pas celle qu'on voit sur Instagram, et puis la combinaison de ce mode de vie avec le vélo. Donc je pense que tu es une des personnes les mieux placées que je connaisse en tout cas pour parler du sujet. Et puis je vais peut-être te laisser te présenter en deux mots, hein, pas tout le CV, mais voilà, ta vie par rapport à... Ma vie, mon œuvre. Voilà. Salut tout le monde, moi c'est Méline, comme Phil l'a dit. Ma maison est juste derrière nous sur 4 roulettes et mes activités préférées juste à côté, les vélos. Je vis à plein temps dans ce fourgon depuis à peu près 2 ans maintenant. C'était suite au confinement où voilà, rupture de normalité. Je me suis dit si tu veux le faire, il faut le faire pendant que c'est possible. Donc je me suis lancé et voilà, j'ai embarqué mes vélos. À l'époque c'était un vélo électrique qui m'a fait faux bond. Puis voilà, on va pas refaire tout le truc, mais en gros j'ai fini par basculer sur 2 vélos à assistance purement musculaire, donc juste les guibolles, un VTT, un gros VTT d'enduro et un gravel avec lesquels je parcours principalement l'Espagne, il faut bien le dire, j'aime beaucoup, et la France et voilà les routes, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme joli parcours en vélo. Bon, du coup, tu as un petit peu répondu à la question dans l'introduction, mais combien de temps ça fait que tu vis comme ça? Et surtout, la question la plus importante peut-être, c'est pourquoi fondamentalement ce choix? Est-ce que tu y pensais avant le confinement quand même, ou est-ce que c'est tombé dessus comme ça, du jour au lendemain, tu as eu envie de partir parce que tu en avais marre du confinement? Évidemment, ça me trottait dans la tête déjà depuis un petit moment. Ça faisait peut-être 6 ou 7 ans déjà quand même que je regardais des trucs de vie un peu nomade. Et donc au sortir du confinement, clairement, j'ai pris mon van et je me suis un peu barré à droite à gauche. Et ça a été la révélation et un peu le déclencheur de se dire en fait il faut y aller maintenant, sachant que voilà, il y avait aussi d'un point de vue professionnel, d'un point de vue familial, voilà, des choses étaient alignées, étaient possibles à ce moment-là, ce qui n'est pas forcément le cas à d'autres moments. Donc ça s'est bien aligné, mais voilà, le confinement était déclencheur, mais clairement pas à l'origine du truc. Et je ne regrette pas du tout. Et donc, avant de rentrer, de sauter dans le grand bain, est-ce que tu as quand même fait plusieurs essais sur des plus ou moins courtes périodes? Est-ce que tu t'es fait des petits trips sur une semaine, un mois, avant de partir? Ou quand tu as décidé de partir, tu es parti cash en Espagne pour un long périple?
Très bonne question. Alors non, je suis pas parti du jour au lendemain, full time, les clés dans le ruisseau. Non, j'ai fait plusieurs petites périodes et j'avais envie de visiter l'Écosse. Et pour ça, je me suis dit, un van, ce serait vachement bien. Sauf que le construire soi-même, c'était un peu long. Donc je me suis dit, allez hop, je vais en acheter un tout fait, comme ça, ce sera bien. C'était un peu l'excuse, l'occasion fait le larron. Donc voilà, ça c'était le premier gros trip. Donc j'ai mis 2 mois en fait à aller d'Alsace en Écosse, puis de redescendre. Voilà, 2 mois, c'est long quand même. Alors c'est certes un trip qui fait pas loin de 7000 km quand même, hein, c'est vachement au nord. Et il y en a eu d'autres de plusieurs semaines, 1 mois, voilà. J'étais globalement, sur la première année, j'étais moitié du temps dans le van, moitié du temps sédentaire, souvent à bidouiller le van pour la fois d'après d'ailleurs. Bon, maintenant qu'on sait comment t'en es arrivé un petit peu à prendre la route, il y a une question que moi je me pose beaucoup, mais je pense que je suis pas le seul à me la poser, c'est est-ce que la van life, parce que c'est quand même devenu un énorme phénomène de mode, hein, on en voit partout, Instagram, YouTube, il y en a partout, est-ce que la vraie van life, ça fait quand même un paquet de temps que tu es sur la route, est-ce que c'est vraiment la vie de rêve qu'on nous vend entre guillemets à travers les publications Instagram, etc. Alors c'est une très bonne question et j'ai envie de dire, ça dépend vraiment de ce que tu entends par vie de rêve. Donc non, c'est pas du tout aussi extraordinaire qu'Instagram le vend. D'ailleurs, effectivement, comme toi, je constate que depuis quelques temps, il y a vraiment une espèce de déferlante de photos qui sont extrêmement léchées, si possible avec une meuf en bikini et tout. Exactement. La vraie van life, enfin, tu fais jamais ton petit déj en bikini au milieu. Enfin, je sais pas, il y a des gens qui passent, quoi, tu vois. Enfin, non. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est une forme de vie qui est quand même assez idyllique parce que tu as la liberté de te déplacer, d'aller un petit peu où bon te semble, modulo si tu fais peut-être des saisons à la montagne, les vendanges, les machins. Bon, du coup, tu vas être sédentaire un petit peu sur un secteur. Mais le reste du temps, tu as quand même cette liberté d'aller un petit peu où bon te semble et même si la maison est petite, le salon est très grand, j'ai coutume de dire. C'est-à-dire que voilà, tu ouvres la porte et ton salon, il est dehors. Donc, il peut être différent tous les jours et ça c'est génial, mais c'est pas forcément la photo hyper vendeuse, ça clairement pas. Non. Après, sur le plan un peu terre à terre, la van life, comment on fait pour vivre en van life sur le plan financier? Je veux dire, si on veut pas être entre guillemets à la route, à vivre d'amour et d'eau fraîche, alors évidemment ça je pense que chaque personne a un cas particulier, mais toi dans ton cas précis, puisque aujourd'hui c'est de toi qu'on parle quand même, c'est comment tu travailles, quels sont tes revenus tout simplement, sans aller forcément dans le détail bien entendu. Alors monsieur le contrôleur des impôts, mes revenus, ça tombe bien, c'est la période des déclarations des impôts sur le revenu, hein. Non, mais tout simplement je suis ce qu'on appelle aujourd'hui digital nomade, bref je travaille en télétravail, ça fait 12 ans maintenant que je suis en télétravail quand même, donc effectivement par rapport à ma source de revenus, elle n'a pas changé en fait, ce qui est plutôt confortable parce que comme tu le dis, voilà, on a certains vanlifers qui soit sont sur les économies, alors effectivement ça peut durer un temps, mais au moment ça s'amenuise, ou d'autres qui vont trouver des petits jobs, typiquement à la ferme, des choses comme ça, mais là les revenus sont quand même beaucoup plus réduits. Du coup on tombe dans une autre chose. Moi en fait j'ai gardé vraiment mes revenus de quand j'étais en appartement, quoi, donc relativement confortable. Pour ceux qui se demandent, je bosse dans l'informatique, je fais du développement logiciel, du code, quoi. Est-ce qu'on peut, à ton avis, vivre en van, du coup, avec un SMIC? Oui, sans problème. Sans problème, à partir du moment où tu as le van. Le van coûte quand même un certain montant. Alors, il y a plusieurs façons d'avoir un van, soit en aménageant toi-même. Hein. Un fourgon, c'est un fourgon d'artisan, hein, c'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel. L'aménagement, le mien, il a été acheté comme ça, donc forcément, on le paye au prix fort. Voilà. Pour les curieux, le véhicule, moi je l'ai payé 48 000 €. C'est quand même quelque chose. Voilà, c'est une jolie petite somme. Donc avec un SMIC, ça peut être plus compliqué, mais voilà, il y a 1000 façons d'avoir un véhicule tout à fait habitable et tout à fait sympa pour beaucoup moins. Donc si on met ça de côté, l'aspect financement du logement, que tu peux prendre à crédit, que tu peux, très très clairement, honnêtement, je vis avec moins qu'un SMIC par mois en fait. Bon, ça c'est plutôt encourageant parce qu'on sait que surtout en ce moment il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément des gros revenus et donc c'est intéressant de se dire que n'importe qui avec un minimum de revenus peut partir vivre en van. Voilà. Est-ce que tu as fait d'autres trips? Est-ce que tu es parti ailleurs avec ton van? Alors effectivement, j'ai passé les 2 hivers en Espagne pour une raison extrêmement simple. En Espagne, il y a plus de soleil, ce qui permet d'alimenter le panneau solaire et donc mon autonomie en électricité parce que qui dit télétravail sur un ordinateur, dit l'ordinateur bouffe de l'électricité, donc il faut pouvoir la lui fournir. Et les clients vont pas forcément être super satisfaits à dire non mais aujourd'hui j'ai pas pu bosser, il n'y avait pas de soleil, ils vont pas trop comprendre la blague. Donc le sud est intéressant de ce côté. Il se trouve qu'en plus pour le vélo c'est une destination absolument géniale. Je suis allé en Écosse, ça c'était un trip vraiment superbe. Alors j'y suis allé au mois d'octobre, donc on va dire que c'était humide. Ouais. Mais j'ai eu
une vraie chance avec la météo, c'est-à-dire qu'il pleuvait le soir et toute la journée il faisait beau. Donc en fait c'était vraiment sympa. J'ai adoré ça, ça n'a pas duré assez longtemps à mon goût. J'ai passé pas mal de temps aussi dans le Jura, que j'aime beaucoup. C'est une région que j'aime bien, Doubs, Jura. En été ça va. En été ça va. Donc voilà, c'est les principaux, mes principaux spots où j'ai été pour l'instant. Et pour la suite, j'espère un petit peu parfaire ma connaissance du territoire français, parce que y a aussi de belles choses en France. Donc là l'objectif à court terme ça va être de remonter un peu sur le massif central, je pense, Tarn, Aveyron, Lozère, Aubrac, tout ça, voilà, parce que je pense que c'est le genre de choses que je vais bien aimer. Avant la van life, avant du coup ce périple en Écosse qui t'a donné envie peut-être d'acheter un VTT, le vélo pour toi avant la van life, avant tout ça, c'était quoi? C'était vraiment une fois tous les 6 mois ou t'avais une activité cycliste déjà, t'étais déjà une cycliste régulière? Je me cache, non, c'était jeter pas de tomates, non, c'était vraiment comme tu dis une fois tous les 6 mois. C'était avec mes parents une fois de temps en temps sur une piste cyclable, 15 bornes et puis ça s'arrête là. Donc non, je pratiquais pas du tout le cyclisme, j'aimais bien. J'ai une petite anecdote par rapport à ça, que voilà, comme je disais, les VTT à l'époque n'existaient pas trop, en tout cas dans ma campagne il n'y en avait pas trop, et quand j'avais je crois 12 ans par là, à peu près 12-13 ans, je voulais un nouveau vélo, papa, maman, je voudrais un nouveau vélo, et puis ils ne comprenaient pas, j'en avais un qui roulait, qu'est-ce que tu veux, et je leur ai répondu, donc ils m'ont demandé pourquoi tu veux un nouveau vélo, et je leur ai répondu pour aller de plus en plus vite. Ce qui nous ramène un peu au gravel d'ailleurs, je me dis quelque part la boucle est un peu bouclée, mais voilà, c'était un petit peu voilà, les derniers souvenirs de vélo. Après je me suis plongé dans l'informatique et j'en suis sorti que 20 ans plus tard, donc les vélos sont arrivés très récemment finalement. Du coup, on va en profiter quand même pour rapidement, sans faire une fiche technique ultra détaillée, mais présenter donc tes vélos. Donc je crois que tu en as deux, hein, c'est donc juste rapidement. Pourquoi ces vélos-là, pourquoi ces deux-là, pourquoi pas deux autres, voilà. Est-ce qu'il y a eu des raisons précises pour ce choix technique, voilà. Alors effectivement, j'ai deux vélos. J'étais à ce moment-là dans la Zona Zero, le paradis de l'enduro dans les Pyrénées espagnoles pour ceux qui connaissent. Et là-bas, ils vendent globalement ça. Voilà, donc j'ai pris un vélo d'enduro de la Zona Zero. Ils avaient celui-là qui était soldé à l'époque, donc en plus c'était une bonne affaire. Donc voilà, un VTT d'enduro, c'est un Giant Train de 2020, route 29 pouces, 160 mm à l'avant, 146. Rigolez pas, c'est vraiment 146 à l'arrière. Est arrivé ensuite un deuxième vélo qu'on voit là-bas, c'est un vélo de gravel, donc assez radicalement opposé. Je l'ai voulu vraiment opposer justement parce que j'avais un vélo qui était vraiment taillé pour des sentiers assez cassants, assez engagés, que je ne sais pas vraiment prendre, mais c'est une autre histoire. Et je voulais quelque chose qui me permette de l'opposer, de vraiment rouler la distance sur du plus roulant et d'avoir ce smile-là, qui d'ailleurs, comme je le disais avant, je veux aller de plus en plus vite, le voilà. Et donc ce vélo-là, le choix était très pragmatique, je l'ai acheté l'année dernière, l'été 2021, pour ceux qui se souviennent, c'était rupture partout. Je suis allé voir sur le Bon Coin, dans la gamme de prix qui me collait, avec des caractéristiques qui me collaient, il y en avait un, c'était celui-là. Je l'ai acheté. C'est donc un Norco Search. Oui, Norco, je sais que c'est plutôt des VTT, mais ils font aussi un vélo, une gamme de adventure bike, comme ils appellent ça, donc les vélos d'aventure, dont on a un très beau représentant ici, avec une magnifique couleur rouge, que je trouve vraiment superbe. C'est un vélo gravel, je dirais, qui est plutôt orienté quand même sur le bien roulant, on ne peut pas mettre des pneus gigantesques, double plateau en GRX 600, donc c'est un GRX, voilà, c'est plutôt sympathique. Vraiment il marche super bien, moi je me régale avec les deux et du coup ça permet de varier les pratiques dans un spectre relativement large. Voilà le pourquoi de ces deux vélos en termes de gamme, et voilà en termes de modèle, c'est un petit peu, j'ai pris ce qu'il y avait de dispo quoi, tout bêtement, mais je le regrette pas, hein, franchement ce sont des super vélos. Quels sont selon toi les avantages, les vrais avantages de la van life? Pour une vraie van lifeuse, pour toi, vivre en van, c'est quoi l'avantage numéro 1, à part celui qu'on connaît tous, à savoir pouvoir se déplacer quand on veut, mais est-ce que tu vois d'autres avantages? Et ensuite, dans un deuxième temps, les inconvénients principaux également. Donc avantages principaux et inconvénients principaux. Alors ça c'est une super question, parce que l'avantage principal pour moi c'est quand même le fait de pouvoir se déplacer et d'être pas deux fois, enfin si je suis souvent deux fois au même endroit, mais de changer régulièrement d'endroit, et donc typiquement en termes de vélo, j'y reviens quand même, ça reste une chaîne de vélo. Tu roules jamais deux fois au même endroit. Alors ça a des avantages et des inconvénients, hein. Voilà, tu peux pas faire tes coms et tes machins, t'as une chance, mais d'un autre côté tu vois toujours autre chose, donc en fait il n'y a pas de lassitude. Moi c'est vraiment ça l'avantage, c'est un anti-lassitude, je dirais. Anti-routine en fait. Anti-routine, exactement, parce que même si tu es toujours dans ton véhicule,
bah, c'est jamais tout à fait pareil. Voilà, un coup, tu as besoin voilà, de faire le plein de flotte, de machin, tu trouves pas. Voilà, il y a toujours un petit quelque chose en mode un peu débrouille. Effectivement, le côté inconvénient, c'est bah, ça reste quand même très petit, ça reste exigu. Donc, on en parlait un petit peu bah, quand il fait beau, quand tu as le soleil et tout, voilà, le salon est grand. Il fait pas beau tout le temps, parfois c'est l'hiver, parfois il pleut, parfois il y a du vent, etc., etc. Et là, tu te retrouves, entre guillemets, confiné quand même dans un espace qui n'est pas forcément gigantesque. Alors évidemment, on peut dire, on peut toujours sortir, faire du vélo, même quand il flotte. Sauf que quand il flotte, que tu fais du vélo, que tu habites dans un van, où est-ce que tu mets tes fringues trempées? Où est-ce que tu mets ton vélo trempé? Tu peux pas le faire sécher, tu n'as pas de séchoir. Ça reste mouillé dans le van, après ça a de l'humidité. C'est un gros inconfort. Donc, il y a une tolérance à ça qu'il faut avoir aussi. Ça peut être un inconvénient, surtout quand ça dure plusieurs jours ou semaines. Là, il y a un petit ras-le-bol un petit peu. Et ça, c'est le côté un peu inconvénient. Bah, tu es très tributaire en fait de l'instabilité de la météo, de là où tu es. Voilà. Ce qui est aussi un avantage. Hein. Comme dit, il n'y a pas 2 jours pareils, mais des fois, c'est pénible. Bon, très bien. Donc en fait, on a compris. Si on est frileux, qu'on aime le grand confort, c'est pas vraiment le meilleur mode de vie. C'est tout à fait ça. La van life, selon toi, de l'intérieur, est-ce que ça rapproche ou est-ce que ça isole du monde? Parce que on pourrait, enfin moi dans mon imaginaire, ça fait potentiellement aller voir les gens, mais finalement t'es jamais avec les mêmes personnes, t'es jamais au même endroit, donc est-ce que c'est pas compliqué de tisser des liens? Est-ce que parfois on se sent pas un peu seul en van life? Alors il y a 2 aspects en fait à cette question-là. Il y a l'aspect solitude, effectivement par rapport au fait de vivre, moi je suis seul dans mon van, et l'aspect social, je dirais, tisser des liens ou pas. Sur l'aspect solitude, moi je suis une vraie solitaire, c'est-à-dire que la solitude ne me dérange absolument pas, au contraire je l'apprécie, je trouve que ça fait partie du luxe de la van life, surtout d'être seul dans la van life, de faire ce que tu veux quand tu veux, tu es seul à décider, si tu as envie tu fais, si tu n'as pas envie tu fais pas, tu changes de plan à la dernière minute, enfin voilà, c'est vraiment la liberté absolue. Sur l'aspect social, alors là j'ai envie de dire ça dépend certainement de comment tu envisages ta van life. Moi, étant très solitaire, je n'ai pas tendance forcément à aller chercher la compagnie des autres. Donc pour moi, ça isole, très clairement, et c'est même ce que je cherche. Quelque part, pour moi, c'est ce que je cherche. D'un autre côté, si tu es plus à la recherche d'un contact humain, c'est un excellent moyen de lier de la conversation aussi. Parce que voilà, c'est quelque chose qui intrigue, c'est quelque chose qui... voilà, exactement. C'est quelque chose qui questionne, c'est quelque chose qui interroge, c'est un mode de vie un peu inhabituel, comment tu fais, comment ça fonctionne, etc. Bon, du coup, on a bien compris que c'était relativement réponse ouverte en fait. Si tu es quelqu'un de solitaire, tu peux très bien t'isoler. Si tu es quelqu'un de sociable, tu peux très bien aller voir tout le monde, tout le temps des gens, tous les jours en fait, si tu veux. Est-ce que parfois, il n'y a pas un sentiment d'insécurité, d'anxiété qui peut parfois apparaître dans certaines zones, parce que j'imagine que tu cherches quand même des spots intéressants, mais des fois on arrive en pleine nuit, on ne sait pas vraiment où c'est qu'on est. Est-ce que tu as déjà eu souvent ou jamais des moments d'inquiétude pour toi ou pour tes affaires personnelles? Voilà, est-ce que la sécurité en van life c'est quelque chose, est-ce que c'est un truc important ou finalement on n'y pense pas trop? Excellente question, c'est un truc auquel on ne pense pas forcément, sauf quand on commence à se dire « Oula, là ça craint ». Non, mais tout à fait sérieusement, il y a, je sais pas, une espèce pas de 6e sens, mais à un moment, tu te sens bien dans un endroit ou pas. Alors, je dis pas que c'est infaillible, mais c'est ce que tout le monde te dira, en fait. Écoute ton instinct là-dessus. S'il y a un endroit, tu le sens pas, n'y reste pas. Pourquoi est-ce que tu peux ne pas sentir un endroit? Parce que tu vois des déchets, des machins, des trucs qui suggèrent que il y a des rodéos par exemple, des traces de pneus par terre, tu dis oula attention c'est quoi cette histoire, des zones de deal, des zones de rencontres clandestines, des machins, tu as des capotes, des trucs, oulala, non pas que ces gens-là seraient forcément méchants, mais bon, c'est peut-être pas génial de se retrouver au milieu d'un machin où t'as pas demandé à être. On revient sur le monde du vélo un petit peu, parce que je vois que tu as 2 vélos du coup, 2 coups de foudre que tu as eu avec ces vélos-là. Ouais. Mais si j'étais méchant et que demain je te laisse pas le choix, tu repars demain mais tu prends qu'un seul vélo. Quel vélo tu gardes entre Rouge, donc le gravel, et Popeye, l'enduro? Attention, question piège, je pense que je sais la réponse, mais bon. Ouais, question pas facile parce que vous l'avez bien compris, c'est des vélos qui sont quand même radicalement différents, donc on fait pas du tout la même chose avec. Mais si vraiment pour une raison XY il y en avait un qui rendait l'âme, je pense que je préférerais garder mon gravel Rouge pour le côté... j'appellerais pas ça polyvalence à proprement parler parce que objectivement le VTT est plus polyvalent, qui peut le plus peut le moins, lui peut rouler sur des trucs où le gravel peut pas, et sur de la route bien bitumée, il peut aussi. C'est pas marrant, mais il peut. Par contre, ce que j'aime bien avec le gravel, c'est qu'il faut beaucoup moins de choses pour avoir une sortie qui te mette la banane.
Il suffit d'un chemin à peu près roulant, de la distance, un peu de dénivelé, un beau paysage, c'est bon, t'as le smile. Tu fais la même en VTT, t'as le smile mais un peu à l'envers parce que finalement tu t'es un peu ennuyé, t'as pas eu ta descente, t'as pas eu ton pilotage. Donc voilà, les ingrédients pour avoir une belle sortie avec Popeye sont plus compliqués. Donc voilà, s'il fallait en garder qu'un, c'est un Highlander, on va me couper la tête. S'il ne devait en rester qu'un, pour moi ça resterait le gravel actuellement. Si tu avais no limites niveau budget et niveau choix, et pas de pénurie de vélo, qu'est-ce que, voilà, ton vélo de rêve c'est quoi? Sans forcément citer une marque et un modèle, mais le type de vélo, je pense que tu viens de répondre un petit peu, mais quand même. Je pense, en tout cas c'est la réflexion que je mène un petit peu par rapport à ce bon vieux Popeye. Et si, un bon petit down country. Ah d'accord, tu vois, voilà, donc un down country en gros c'est un vélo de cross country un petit peu musclé pour quand même pouvoir descendre des trucs un peu sympas. Pourquoi ce choix là? Parce que un, ça pédale mieux, carrément beaucoup mieux, et deux, en fait je fais pas d'enduro, c'est à dire que je cherche pas la vitesse en descente, je peine déjà à descendre des trucs correctement un petit peu, mais je préfère finalement descendre les trucs en ayant le contrôle, en comprenant ce que je fais, plutôt qu'en essayant de blinder à mort, et de passer comme un ouragan, alors que voilà, c'est pas forcément ma pratique. Donc le vélo d'enduro est peut-être un petit peu surgonflé pour moi. Et comme j'aime bien quand même la pédale, j'aime bien pédaler, voilà, le down country pourrait éventuellement être une espèce de fusion dans ma pratique qui serait intéressante. Entre un down country et le gravel, down country, tu garderais par rapport au gravel quand même, par rapport à la van life, par rapport à tout ce que tu fais actuellement, tu penses que le down country serait plus approprié que ton gravel? En fait, pour être vraiment tout à fait honnête, si vraiment c'était no limit, ce serait un down country et un vélo de route, à mon avis. Ce serait, je recalerais tout un cran plus vers le roulant et le moins cassant, tout simplement. Donc si on devait terminer cette interview, j'ai une question, on va dire, globale pour tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous regardent. Si tu avais un conseil unique à donner à quelqu'un qui hésite à passer le pas de la van life, à lâcher ses clés d'appart et à partir, le conseil le plus important que tu aurais à donner pour ces personnes-là, ce serait quoi? Le conseil le plus important que je donnerais, c'est n'attends pas d'être 100% prêt. Si tu as envie d'y aller, à un moment, faut se lancer. Il y aura toujours un truc où tu vas te dire « Ouais, mais attends, ça, c'est pas encore tout à fait bien. Dans 3 semaines, ce sera mieux. » Non, si tu raisonnes comme ça, tu n'iras jamais et tu vas être frustré. Donc, lance-toi un moment. Si tu en as vraiment envie, vas-y. Essaye, au pire, t'en mourras pas, mais si ça se trouve, tu vas kiffer ta race. Bon je pense que c'est un très bon mot pour terminer. La dernière phrase de Méline, tu vas kiffer ta race, je pense que ça résume bien, je trouve, ton état d'esprit, toujours joyeuse, toujours à fond, ça c'est cool. Écoutez, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Méline, ça a été un plaisir de te retrouver et puis de te poser toutes ces questions. Et puis je crois qu'on a un petit 100 km de gravel qui nous attend, donc on va se préparer. Avec de la boue un petit peu malheureusement, on n'est plus en Espagne là. Donc on va aller rouler, on va se préparer, on va y aller. Et puis vous, je vous invite à aller voir dans la description, je vous ai mis les liens vers les réseaux de Méline si ça vous intéresse de la suivre. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et bon ride et prenez bien soin de vous. Ciao. Ciao, ciao.